Mes parents m'ont mis à la porte à 16 ans pour maintenir la paix avec ma sœur. Maintenant, ils veulent que je revienne. Mais je leur ai offert la fin qu'ils méritaient. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires, on lit chacun de vos messages. J'ai 23 ans, je suis un homme, et j'ai 2 ans de plus qu'Anna, 21 ans. Quand elle est née, c'est comme si un interrupteur s'était déclenché dans le cerveau de mes parents. Papa avait toujours parlé de vouloir une fille pour lui apprendre à lancer une balle de softball et l'emmener au bal père-fille. Maman a immédiatement eu sa nouvelle partenaire de shopping et meilleure amie. Moi, j'étais l'enfant d'essai, celui sur qui ils avaient déjà fait leurs erreurs parentales. Mon père gère un secteur d'équipement médical couvrant 3 comtés de l'Ohio. Maman s'occupe de la facturation pour un cabinet dentaire à temps partiel, avec des horaires flexibles pour pouvoir gérer les rendez-vous constants d'Anna. Le cliché de la banlieue, avec la Honda Pilot dans l'allée et une hypothèque qu'ils paieront jusqu'à leur retraite. Le problème d'Anna a commencé vers l'âge de 7 ans. Pas des crises d'enfant normales. De véritables crises psychotiques où elle hurlait jusqu'à s'évanouir. Elle faisait des trous dans les murs. Menaçait de se suicider avec des ciseaux de bricolage. Mes parents l'ont traînée chez tous les spécialistes entre Cleveland et Columbus. Psychiatre, comportementaliste, même un chiropraticien charlatan qui prétendait pouvoir guérir les maladies mentales par des ajustements de la colonne vertébrale. Le diagnostic changeait tous les 6 mois. Le TDAH est devenu un trouble bipolaire, puis un trouble oppositionnel avec provocation, puis de l'anxiété avec dépression. Chaque nouvelle étiquette s'accompagnait de nouveaux médicaments, de nouvelles thérapies, de nouvelles excuses pour expliquer pourquoi Anna ne pouvait pas se contrôler. Mais la dynamique familiale n'a jamais changé. Anna était malade, donc Anna avait besoin de protection. Anna avait des difficultés, donc Anna avait la priorité sur tout. Anna passait une mauvaise journée, donc tout le monde devait gérer sa vie en fonction des sentiments d'Anna. Mes parents avaient cette philosophie sur l'éducation des garçons par rapport aux filles. Papa racontait à ses copains au travail comment il me rendait dur et indépendant, prêt pour le monde réel. Pendant ce temps, Anna était traitée comme si elle était en verre. Quand je me plaignais qu'Anna détruisait mes affaires, on me faisait la morale sur le fait d'être le plus mature. Quand elle me frappait ou me jetait des objets à la tête, on me disait de comprendre sa condition. Quand je demandais pourquoi elle pouvait s'en tirer avec n'importe quoi, j'étais insensible à ses problèmes de santé mentale. À 14 ans, j'étais essentiellement l'aide-soignant psychiatrique non rémunéré d'Anna. Mon travail consistait à la calmer, à lui donner tout ce qu'elle voulait et à lui servir de punching ball personnel quand elle avait besoin de libérer ses frustrations. Mes parents me l'ont littéralement dit, que parfois Anna avait besoin de passer sa colère sur quelqu'un. Et en tant que son grand frère, je devais être compréhensif. Les visites de la police ont commencé quand j'avais 15 ans. La première fois, Anna s'est enfermée dans la salle de bain avec un cutter, menaçant de s'automutiler parce que mes parents ne la laissaient pas se teindre les cheveux en bleu. J'ai dû défoncer la porte pendant que papa appelait le 911. Le policier qui est intervenu était un homme plus âgé, à environ 5 ans de la retraite. Il a examiné la scène. Anna en sanglots, les parents planant au-dessus d'elle, moi debout avec des éclats de bois dans ma chaussette, et il m'a demandé si j'étais blessé. Maman a immédiatement sauté sur l'occasion. Oh, il va bien. Il est si bon avec sa sœur. Nous gérons juste une crise de santé mentale. Le flic m'a regardé de nouveau, puis mes parents, et a rédigé son rapport. Dispute domestique, épisode de santé mentale, famille coopérant au traitement. Dossier clos. C'est devenu la réponse standard. Anna faisait une crise. La police arrivait. Les parents expliquaient sa condition. Tout le monde se concentrait sur le soutien dont Anna avait besoin. J'étais toujours présenté comme le grand frère responsable aidant sa sœur en difficulté. Personne ne demandait ce que cela me faisait. Personne n'a jamais demandé. Vivre avec Anna, c'était comme partager un espace avec un ouragan rancunier. On ne savait jamais quelle chose microscopique allait la déclencher ni quelle serait l'ampleur de la destruction. Elle fouillait ma chambre dès que j'étais à l'école ou au travail, prenant tout ce qui attirait son attention. Casque de jeu, sweat à capuche, argent liquide de mon tiroir. Quand je la confrontais, soit elle niait catégoriquement, soit elle se mettait à pleurer en disant que je la détestais et qu'elle voulait juste se sentir connectée à son grand frère. La solution de mes parents était toujours la même. Laisse-la faire. Ne fais pas de vagues. Elle traverse une mauvaise passe. Sois le plus mature.
J'ai commencé à garder tout ce qui était important dans un casier de sport à l'école. Je devais déjeuner dans la salle informatique la plupart des jours parce que je dépensais l'argent de mes repas pour remplacer les choses qu'elle avait cassées ou volées. J'ai appris à cacher de l'argent dans des endroits où elle ne penserait pas à chercher, à l'intérieur de vieilles couvertures de manuels, scotchées sous le tiroir de mon bureau. La violence a augmenté progressivement. Ça a commencé par des coups de frères et sœurs normaux quand elle était frustrée, puis des griffures avec ses ongles, des morsures assez fortes pour laisser des marques, des objets ménagers jetés à ma tête. Un après-midi, elle m'a poursuivi autour de l'îlot de cuisine avec un tournevis cruciforme parce que je ne voulais pas lui donner le mot de passe de mon ordinateur portable. Mes parents étaient toujours là pour les conséquences, mais n'assistaient jamais aux agressions elles-mêmes. Ils me trouvaient en sang au couvert de bleu et demandaient ce qui s'était passé. Quand j'expliquais, ils soupiraient et demandaient ce que j'avais fait pour la provoquer. Puis ils allaient réconforter Anna pendant que je me nettoyais dans la salle de bain. Le personnel de l'école a commencé à remarquer les marques. Ma professeure d'anglais de seconde m'a pris à part après le cours et m'a interrogé sur les griffures sur mes avant-bras. J'ai inventé une histoire sur le fait d'aider mon père à défricher dans le jardin. Elle ne l'a pas cru. Tu sais, tu peux me parler s'il se passe quelque chose à la maison, n'est-ce pas? Il y a des gens qui peuvent t'aider. Je voulais tout lui dire. Comment j'avais commencé à barricader la porte de ma chambre la nuit parce qu'Anna entrait parfois pendant ses crises. Comment j'échouais en algèbre parce que je n'arrivais pas à me concentrer sur autre chose que survivre jusqu'à l'obtention de mon diplôme. Comment je restais éveillé à écouter les bruits de pas dans le couloir. Mais qu'est-ce que j'étais censé dire? Que mes parents étaient des gens bien confrontés à une situation impossible? Que Anna ne pouvait pas s'empêcher de se comporter ainsi à cause de la chimie de son cerveau? C'est tout ce que n'importe qui aurait entendu, alors j'ai dit que tout allait bien à la maison. Madame Rodriguez semblait vouloir insister mais a reculé. L'isolement était écrasant. Je ne pouvais pas inviter d'amis, car on ne savait jamais quand Anna aurait une crise. Les quelques fois où j'ai essayé, elle a inévitablement fait quelque chose qui les a fait fuir, les menacer directement, casser quelque chose de valeur, se mettre à crier que tout le monde complotait contre elle. Le désastre est arrivé un jeudi de mars, 3 semaines avant mon 17e anniversaire. Je m'en souviens parce que je comptais les jours jusqu'à ce que je puisse légalement partir. Je suis rentré du travail vers 21h et j'essayais de rattraper mon retard en chimie. J'avais un examen le vendredi et j'étais déjà en retard parce que j'avais pris des heures supplémentaires pour éviter d'être à la maison. Anna était en pleine fureur. Elle avait été renvoyée de l'école pour avoir menacé de pousser une autre fille dans les escaliers et était furieuse de manquer une fête ce week-end-là. Mes parents l'avaient privée de sortie, ce qui signifiait qu'elle cherchait quelqu'un à punir. J'étais à la table de la cuisine avec mon manuel et ma calculatrice, essayant de mémoriser des formules moléculaires. Anna est descendue, fouillant les placards et les tiroirs comme si elle cherchait quelque chose. « Où est mon argent ?» a-t-elle exigé en se tournant vers moi. J'ai levé les yeux de mes devoirs. « Quel argent ? Ne fais pas l'idiot. J'avais $60 dans ma chambre, et maintenant ils ont disparu. Tu es le seul à y entrer. » C'était de pure connerie. J'évitais la chambre d'Anna comme si elle était contaminée par la peste. « Je ne suis pas allé dans ta chambre. Je ne sais rien à propos de cet argent. »« Menteur » a-t-elle crié. « Tu voles toujours mes affaires. Ce n'est pas parce que tu as un boulot de merde que tu peux me prendre des choses. » L'accusation m'a frappé de plein fouet. Je travaillais 40 heures par semaine, je remplaçais constamment des gens, j'économisais chaque dollar que je gagnais. L'idée que je puisse voler qui que ce soit était insultante. « Je n'ai pas pris ton argent, Anna. Peut-être que tu l'as dépensé et que tu as oublié. Ou peut-être que tu l'as mis ailleurs. » C'était la mauvaise réponse. Son visage est devenu rouge et elle a commencé à hurler que tout le monde dans la maison lui volait ses affaires. Que personne ne respectait sa propriété, qu'elle en avait marre d'être traitée comme une ordure. La crise de colère habituelle d'Anna. J'ai continué à essayer d'étudier, espérant qu'elle se lasserait et trouverait quelqu'un d'autre à torturer, mais elle montait en puissance. Elle a commencé à jeter des choses, des serviettes en papier, le courrier du comptoir. Puis elle a attrapé une tasse à café en céramique que ma mère aimait et l'a fracassée contre le mur. J'avais des devoirs à finir. J'avais un examen demain. J'étais fatigué d'être faussement accusé à chaque fois qu'elle avait une saute d'humeur. Je n'ai pas pris ton argent, Anna. Je dois étudier. Trouve quelqu'un d'autre avec qui te disputer. Laisse-moi tranquille.
Cela l'a complètement fait exploser. Elle a commencé à crier que j'étais un voleur et un menteur. Que je m'en sortais avec tout parce que j'étais l'enfant prodige maintenant. Puis elle a ouvert le tiroir à couteau et a attrapé le couteau à découper de 20 centimètres. Tu veux continuer à me mentir? A-t-elle hurlé en agitant la lame. J'aurais dû courir. Au lieu de ça, je suis resté assis là à la regarder, pensant que c'était une autre menace en l'air. Elle s'est jetée sur la table avant que je puisse réagir. Le couteau s'est planté directement dans mon épaule gauche, juste au-dessus de la clavicule. La douleur a explosé dans tout le haut de mon corps et je suis tombé de ma chaise. Puis, elle a laissé tomber le couteau et s'est immédiatement mise à pleurer. Pas parce qu'elle m'avait blessé, mais parce qu'elle s'était fait peur. La réalité de ce qu'elle venait de faire l'a frappée d'un coup. Mes parents sont arrivés en courant. Papa d'abord, puis maman. Et la première chose qui est sortie de la bouche de ma mère a été « Qu'est-ce que tu as fait pour la contrarier ?» Je suis là, avec du sang qui coule le long de mon bras, s'accumulant sur le sol de la cuisine, et il me demande ce que j'ai fait de mal. « Regarde ce que tu lui as fait faire », m'a crié maman pendant qu'Anna sanglotait dans un coin. « Elle fait une crise à cause de toi. » Papa a attrapé des torchons et a commencé à les presser sur mon épaule, mais il regardait Anna tout le temps, s'assurant qu'elle allait bien. « Nous devons appeler le docteur Martinez, » a dit maman. C'était le thérapeute d'Anna. « Et l'hôpital ?» ai-je demandé, en regardant le sang qui imbibait le torchon. « Arrête de faire ton cinéma », a dit papa sans même examiner correctement la blessure. Ce n'est pas si profond. Mais c'était profond. Je pouvais voir quelque chose de blanc. Il fallait des points de suture, peut-être une opération. Au lieu de ça, j'ai eu droit à un torchon et à une leçon sur le fait d'être plus patient avec ma sœur. Ils ont passé l'heure suivante au téléphone avec l'équipe médicale d'Anna, à discuter de la nécessité de l'hospitaliser pour observation. Personne n'a demandé si j'avais besoin de soins médicaux. J'ai dû contourner ma propre flaque de sang pour aller dans ma chambre. Je suis resté assis là, l'épaule enveloppée de serviettes rouges, à les écouter la réconforter pendant une autre crise, comme si elle était la victime dans cette situation. C'est là que j'ai compris. Il ne me choisirait jamais. Pas une seule fois, jamais. Anna serait toujours plus importante. Je pourrais me vider de mon sang dans la pièce d'A accent grave côté et il trouverait un moyen de ramener ça à son état émotionnel. Cette prise de conscience a été en fait libératrice. S'il ne voulait pas de fils, il n'avait pas à en avoir. Cette nuit-là, j'ai attendu que tout le monde dorme. La chambre d'Anna était juste en face de la mienne, et je pouvais l'entendre se parler à travers le mur. Mon épaule saignait toujours à travers les serviettes chaque fois que je bougeais. Du sang frais s'infiltrait à travers le bandage de fortune, mais j'en avais assez d'attendre que quelqu'un s'en soucie. J'ai fait un bagage léger, 2 t-shirts, un sweat à capuche, le jean que je portais et un chargeur de téléphone. Tout tenait dans mon sac à dos d'école. J'ai pris les 43 $ que j'avais économisés en tondant des pelouses et en pelletant des allées. De l'argent que j'avais prévu d'utiliser pour de nouveaux écouteurs de jeu. J'ai déverrouillé la porte arrière aussi silencieusement que possible et je suis sorti. Je n'ai pas pris mon téléphone. Ils auraient pu le localiser. Je n'ai pas laissé de mots. Qui avait-il à dire? J'ai juste descendu l'allée et je ne me suis jamais retourné. La première nuit a été brutale. J'ai fini dans une station-service ouverte 24h24 à environ 3 km de la maison, me cachant dans leurs toilettes. Le préposé s'en fichait tant que je ne causais pas de problème ou que je n'essayais pas de voler quoi que ce soit. J'ai utilisé des serviettes en papier pour essayer de panser à nouveau mon épaule, mais ça saignait encore pas mal. Le matin, j'ai réalisé que je n'avais pas d'autre plan que de m'enfuir. 43 $ ne durent pas longtemps quand on achète de la nourriture et qu'on essaie de rester au chaud. J'ai mangé un paquet de crackers pour le petit déjeuner et j'ai essayé de comprendre ce que les sans-abri faisaient réellement pendant la journée. Il s'avère qu'ils marchent beaucoup. On ne peut pas rester assis au même endroit. Les gens le remarquent. Les directeurs de magasins, les agents de sécurité, les flics, ils remarquent tous quand quelqu'un campe sans argent à dépenser. On apprend à rester en mouvement. Avoir l'air d'aller quelque part. J'ai trouvé une bibliothèque publique qui restait ouverte tard. On pouvait y rester assis pendant des heures tant qu'on faisait semblant de lire quelque chose. Les toilettes avaient du savon et de l'eau courante, donc j'ai pu nettoyer mon épaule correctement pour la première fois depuis l'incident. C'était pire que ce que je pensais. Profond, irrégulier, probablement infecté,
mais c'était à moi de m'en occuper maintenant. La première semaine, j'ai survécu avec ce que je pouvais récupérer. Les stations-service jettent beaucoup de nourriture encore parfaitement bonne. Les ouvriers du bâtiment laissent des déjeuners à moitié mangés dans leur camion. On apprend à manger vite et à ne pas être difficile sur la provenance de ces repas. J'ai trouvé une solution pour la douche en observant d'autres sans-abri. Il y a un centre communautaire en ville qui vous laisse utiliser leurs installations si vous faites du bénévolat pendant 1 heure d'abord. Principalement déplacer des chaises ou balayer les sols. Un petit prix à payer pour se sentir à nouveau humain. Trouver des endroits pour dormir était le vrai défi. Les premières nuits, j'ai essayé de dormir à la dure derrière des bennes à ordures, sous des ponts, dans des laveries automatiques ouvertes 24h/24. Mais c'est dangereux dehors, surtout pour un adolescent maigre de 16 ans sans expérience de la rue. Des types plus âgés vous embêtaient juste parce qu'ils le pouvaient. J'ai eu de la chance de rencontrer Tommy, un gars qui travaillait de nuit dans une casse à la périphérie de la ville. Il m'a laissé dormir dans une vieille caravane sur la propriété en échange d'aide pour trier le métal pendant ses pauses. Ce n'était pas grand-chose. Pas de chauffage, pas d'eau courante, des trous dans le toit, mais c'était à moi. Personne ne pouvait me mettre dehors simplement parce que j'existais. Tommy devait avoir la cinquantaine, le visage buriné et les mains comme du cuir après des années de travail manuel. Il ne m'a jamais demandé pourquoi j'étais à la rue. La plupart des sans-abri ne posent pas ces questions. Tout le monde a ses raisons, et elles sont généralement mauvaises. Il m'a appris les bases de la survie, quelles églises distribuaient de la nourriture, quels refuges étaient sûrs par rapport à ceux qui étaient remplis de fous et de toxicomanes, quels flics vous harcelaient sans raison et lesquels vous laissaient tranquilles si vous ne causiez pas de problème. Ce qui était étrange, c'est à quelle vitesse je me suis adapté à la vie dans la rue. Après des années à marcher sur des œufs à la maison, vivre sans abri était presque relaxant. Personne n'allait me crier dessus pour avoir respiré trop fort. Je pouvais simplement exister sans m'excuser constamment. L'hiver a été rude. Cette caravane n'avait pas d'isolation, et la chauffer avec un radiateur d'appoint consommait la majeure partie de l'argent que je pouvais rassembler. J'ai appris à porter plusieurs couches de tout, à dormir dans un sac de couchage que Tommy m'a donné, et à passer la plupart des heures de la journée quelque part où il y avait du chauffage. Mon 17e anniversaire est passé en silence. Je travaillais comme journalier, chargeant des camions dans un entrepôt. Le superviseur payait en espèces à la fin de chaque journée. Pas de questions, pas de paperasse, pas de vérification d'antécédents. J'ai utilisé le salaire de ce jour-là pour m'acheter une bonne paire de chaussures de travail et un sandwich à l'épicerie du coin. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue, mais pour la première fois depuis des années, je n'avais pas peur de m'endormir la nuit. Vivre à la dure vous apprend des choses rapidement, des choses réelles, des choses pratiques que l'école n'aborde jamais. Comme repérer les boulots qui paient en espèces et ne demandent pas de pièces d'identité, comment faire durer $20 pendant 3 jours, comment faire la différence entre quelqu'un qui pourrait réellement vous aider et quelqu'un qui vous voit comme une cible facile. Le travail journalier est devenu ma source de revenus régulière. Chaque matin à 6 heures, une trentaine de gars se rassemblaient sur un parking derrière un Home Depot. Des entrepreneurs arrivaient en camion et choisissaient ceux qui semblaient les plus forts et les plus fiables pour le travail du jour. Déménager des meubles, creuser des fossés, nettoyer des chantiers, des travaux de démolition, du travail de manœuvre qui payait peut-être $50 si vous aviez de la chance et que l'entrepreneur n'était pas un radin. Le travail était dur, mais il était honnête et personne ne se souciait de votre histoire. J'étais jeune et je pouvais travailler plus dur que la plupart des gars plus âgés, donc j'étais souvent choisi. L'astuce était de se présenter propre, sobre et prêt à travailler. La moitié des gars là-bas avaient de sérieux problèmes, addiction, problèmes de santé mentale, ennuis judiciaires. Moi, j'avais juste besoin d'un travail stable. Après quelques semaines, un entrepreneur nommé Mike a commencé à me demander spécifiquement. Il faisait de petits travaux de rénovation en ville, cuisine, salle de bain, travaux électriques de base. Rien de sophistiqué, mais de l'argent stable et une véritable formation professionnelle. Mike était différent des autres entrepreneurs. Il se souciait vraiment que vous appreniez quelque chose au lieu de simplement vous utiliser comme main-d'œuvre. Il m'expliquait ce qu'il faisait pendant que nous travaillions. Me montrait comment lire des schémas électriques et m'enseignait quels outils fonctionnaient le mieux pour différentes tâches. « Tu es intelligent », m'a-t-il dit un jour alors que nous installions un ventilateur de plafond dans la cuisine d'une dame. Trop intelligent pour vivre éternellement dans cette caravane. Je n'avais jamais mentionné la caravane, mais Mike était observateur. Il pouvait dire que j'étais sans abri juste en me regardant.
La façon dont je mangeais mon déjeuner comme si c'était mon dernier repas. Le fait que je me portais toujours volontaire pour les heures supplémentaires. Le fait que je me présentais avec les 3 mêmes chemises encore et encore. Tu as déjà pensé à passer ton GED, a-t-il demandé. Non. L'école me semblait appartenir à une autre vie. Quelque chose qui appartenait au gamin qui barricadait la porte de sa chambre. Mais Mike n'arrêtait pas d'en parler et j'ai fini par y penser sérieusement. Il y avait un community college à environ 20 minutes qui proposait des cours du soir. Cela signifiait moins de temps de travail, moins d'argent qui rentrait, mais peut-être que l'investissement en valait la peine. La décision a été prise pour moi quand l'hiver a frappé fort. Le travail journalier ralentit quand il fait froid et humide, et chauffer cette caravane engloutissait la majeure partie de mes revenus. J'avais besoin de quelque chose de plus stable, de plus fiable. Je suis entré dans le bureau des admissions du Community College un mardi après-midi, portant ma chemise de travail la plus propre et essayant d'avoir l'air d'être à ma place. La femme derrière le bureau m'a regardé comme si j'allais voler quelque chose. Elle a posé beaucoup de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre honnêtement. Où je vivais, comment je comptais payer les cours, pourquoi j'avais abandonné le lycée. J'ai inventé ce qu'il fallait et j'ai dit la vérité quand je le pouvais. Les cours étaient plus difficiles que ce à quoi je m'attendais. Pas la matière, c'était surtout une révision de choses que je savais déjà. Mais s'asseoir à nouveau dans une salle de classe me semblait bizarre après des mois de travail manuel. Mes mains étaient tachées en permanence par le travail de construction, et je sentais la sueur de bois, peu importe combien de fois je me douchais au centre communautaire. La plupart de mes camarades de classe étaient des personnes plus âgées qui n'avaient jamais terminé le lycée ou de jeunes parents essayant d'améliorer leur situation. Tout le monde avait une histoire, et la plupart d'entre elles étaient assez dures. Ça m'a fait me sentir moins seul au monde. J'ai réussi l'examen du GED du premier coup. Mike était plus excité que moi. Il m'a emmené dîner dans un vrai restaurant, pas un fast-food, mais un endroit avec des serveurs et des serviettes en tissu. C'était la première fois que quelqu'un célébrait une de mes réussites depuis des années. Le frère de Mike dirigeait une entreprise de plomberie et cherchait toujours des apprentis. Cela signifiait une vraie formation, une vraie certification, un vrai potentiel de carrière. Cela signifiait aussi laisser le monde du travail journalier derrière moi et m'engager dans quelque chose à long terme. L'apprentissage en plomberie a commencé quand j'avais 18 ans. Tony dirigeait son entreprise de la bonne manière, il payait équitablement les apprentis, leur fournissait une véritable formation au lieu de simplement les utiliser pour les basses besognes, et traitait tout le monde avec respect. Le travail était dur, ramper sous les maisons en plein hiver, réparer des tuyaux cassés et des sous-sols inondés, gérer des problèmes qui avaient été ignorés pendant des années. Mais c'était un travail honnête qui comptait. Je me suis jeté à corps perdu dans l'apprentissage. Raccord de tuyauterie, nettoyage de canalisation, installation de chauffe-eau, travaux électriques de base pour les systèmes de pompage. Tony a commencé par m'envoyer sur de simples appels de réparation, puis m'a progressivement confié des tâches plus complexes à mesure que je prouvais ma fiabilité et ma compétence. Le programme d'apprentissage exigeait 4 ans combinés d'enseignement en classe et de formation sur le terrain. La plupart des gars mettaient 5 ou 6 ans à finir parce qu'il manquait des cours ou se laissaient distraire par d'autres opportunités. J'ai fini en exactement 4 ans. J'ai réussi mon examen de licence du premier coup. L'argent était meilleur que celui du travail journalier, mais surtout, il était stable et prévisible. Je pouvais planifier à l'avance pour la première fois depuis des années au lieu de vivre au jour le jour. Après 2 ans dans le programme, j'ai loué un petit appartement de l'autre côté de la ville. Il y avait le chauffage et l'eau courante, et une porte qui se fermait à clé de l'intérieur. Après avoir dormi dans cette caravane pendant des mois, cela ressemblait à du luxe. J'ai acheté de vrais meubles dans des vide-greniers et des friperies, un lit, un canapé, une table de cuisine, une télé. Des choses normales que les gens normaux tiennent pour acquises. Chaque pièce était comme une victoire contre la vie à laquelle j'avais échappé. Le travail est devenu mon identité et ma fierté. J'arrivais tôt, je restais tard, je me portais volontaire pour les boulots que personne d'autre ne voulait. Les appels d'urgence, le travail le week-end, les boulots vraiment salissants qui rendaient les clients reconnaissants lorsque vous régliez leurs problèmes. Tony l'a remarqué. Après avoir obtenu ma licence à 22 ans, il a commencé à m'envoyer sur les plus gros appels de service. Après une autre année, il m'a donné mon propre camion d'entreprise avec mon nom peint sur le côté. Voir, Dev, plombier agréé, sur la porte ne devenait jamais lassant. Les clients ont commencé à me demander spécifiquement.
Le bouche à oreille s'est répandu que j'étais fiable, honnête et que je résolvais vraiment les problèmes au lieu de simplement les améliorer temporairement. Tony m'a offert une participation dans l'entreprise juste avant mes 23 ans. J'avais été son employé le plus fiable pendant 4 ans, j'avais géré certains de ses plus gros comptes, et j'avais même amené de nouveaux clients grâce aux recommandations. Le partenariat commercial semblait surréaliste, d'adolescents sans abri à propriétaires d'entreprises en moins de 7 ans. Nous avons étendu l'opération, embauché 2 autres apprentis, acheté de meilleurs équipements. Je gagnais plus d'argent que mes parents n'en avaient jamais eu. J'ai acheté une maison. Petite, elle avait besoin de travaux, mais c'était la mienne. Je passais les week-ends à la réparer, en utilisant toutes les compétences que j'avais apprises au fil des ans. Chaque amélioration était comme une preuve que j'avais vraiment réussi. Le quartier était calme, classe moyenne, sûr. Mes voisins étaient des enseignants, des comptables, des petits entrepreneurs. Des gens normaux menant des vies normales. Ils me connaissaient comme le gars poli à accent grave côté qui réglait leurs problèmes de plomberie et gardait sa pelouse propre. Aucun d'entre eux ne savait d'où je venais ni ce que j'avais survécu. J'aimais ça. Le passé me semblait être arrivé à une personne complètement différente. Ma vie sociale était simple mais solide. Des amis du travail, des gars de la salle de sport que j'avais rejointe, des voisins que j'avais aidés avec divers projets de rénovation. Rien de profond ou de compliqué, mais assez de connexions humaines pour me garder ancré et normal. Je sortais occasionnellement, mais je gardais les choses légères. La confiance ne venait pas facilement après avoir grandi comme je l'avais fait. La plupart des femmes de mon âge voulaient des relations qui évoluaient rapidement. Voulaient tout savoir sur votre passé et votre famille. Je n'étais pas prêt pour ces conversations. La plupart des soirs, je m'asseyais sur ma terrasse arrière et je profitais simplement du calme. Après des années de chaos et de danger, la paix me semblait être le luxe ultime. Je ne pensais pas beaucoup à ma famille pendant ces années. Quand je le faisais, c'était comme se souvenir d'un mauvais film que j'avais vu une fois. Désagréable, mais plus réel. Ils appartenaient à une autre vie, une que j'avais complètement laissée derrière moi. Cela a bien fonctionné jusqu'à ce qu'ils décident de me retrouver. J'avais encore un vieux compte Facebook du lycée que j'avais pratiquement oublié. Je ne m'y étais pas connecté depuis peut-être 2019. Un samedi après-midi tranquille, je nettoyais de vieux comptes email et je me suis souvenu qu'il existait. C'est là que je les ai vus. Ma mère publiait depuis des années ses messages manipulateurs en quête de sympathie, espérant et priant toujours pour que notre fils rentre à la maison. L'amour d'une mère n'abandonne jamais. Certaines blessures prennent du temps à guérir, mais la famille est éternelle. Les commentaires en dessous étaient exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Des voisins et des amis de la famille offrant leur soutien, disant qu'ils priaient pour notre famille, demandant s'il y avait quelque chose qu'ils pouvaient faire pour aider à me retrouver. Ça m'a rendu malade. Ces gens pensaient que j'étais un gamin à problème qui avait trempé dans des gangs ou la drogue. Ils n'avaient aucune idée de ce à quoi j'avais réellement échappé ni pourquoi j'avais dû disparaître. La publication peignait le tableau de parents en deuil cherchant désespérément leur enfant perdu. Mais je savais mieux. S'ils avaient vraiment cherché, ils auraient déposé des rapports de police. Ils auraient fait autre chose que de jouer la comédie du deuil sur les réseaux sociaux des années après les faits. J'ai parcouru des années de cette performance. Ma mère partageant des souvenirs soigneusement sélectionnés de temps meilleurs avec des photos qui rendaient notre famille normale et heureuse. Même certains membres de ma famille élargie y allaient de leurs commentaires de soutien et de leur partage. Tout cela conçu pour les faire passer pour des victimes au lieu des personnes qui avaient créé la situation en premier lieu. J'aurais dû simplement supprimer le compte et continuer ma vie. Mais voir ma mère jouer cette comédie a déclenché quelque chose en moi que je pensais enterrer. J'ai envoyé un seul message. Simple, direct. Je suis en vie. Laissez-moi tranquille. J'aurais dû tous les bloquer et retourner à ma vie paisible. Mais la famille a un moyen de trouver des fissures même dans les murs les plus solides que vous construisez. Ma cousine Sarah a obtenu mon numéro de téléphone d'une manière ou d'une autre. Probablement via des annuaires professionnels ou des recherches dans les registres publics. Les appels ont commencé en une semaine. Puis les emails à mon adresse professionnelle. Puis d'autres membres de la famille se sont impliqués. Tous voulaient discuter et guérir les vieilles blessures. Mais ils n'étaient pas intéressés par la guérison. Ils voulaient que je revienne et que je m'excuse. Ma mère a eu le culot de me dire que j'avais réagi de manière excessive à des conflits fraternels typiques.
Elle a dit que j'avais rendu leur vie plus difficile en disparaissant, les forçant à gérer seuls les problèmes d'Anna tout en s'inquiétant de ce qui m'était arrivé. Quand je lui ai rappelé l'incident du coup de couteau, elle l'a complètement balayé. C'était un accident. Elle n'a jamais voulu te faire de mal. Un accident, comme si Anna avait trébuché en tenant un couteau et que mon épaule se trouvait juste au mauvais endroit. Le harcèlement s'est intensifié lorsque j'ai arrêté de répondre à leurs appels et à leurs emails. Ils ont commencé à se présenter sur mon lieu de travail, appelant Tony et se faisant passer pour des clients potentiels. Ils ont même retrouvé certains de mes voisins pour leur poser des questions sur moi. Ils ont trouvé mon email via le site web de l'entreprise et ont commencé à envoyer des messages quotidiens. Pas seulement mes parents, mais des tantes, des oncles, des cousins dont je me souvenais à peine. Des amis de la famille auxquels je n'avais pas pensé depuis des années. Tous agissant comme si j'étais le problème. Ma tante Linda a même écrit « Tes parents ont tout sacrifié pour toi et Anna. Le moins que tu puisses faire est de montrer un peu de gratitude et de respect. » Tout sacrifié, hein? Ils m'avaient sacrifié pour Anna, mais apparemment ça ne comptait pas. Puis ma mère a décidé de se présenter chez moi. Je réparais un robinet qui fuyait dans ma cuisine quand j'ai entendu la sonnette. Par la fenêtre, je pouvais la voir debout sur mon porche. Elle avait amené des renforts. Mon père attendait près de leur voiture dans l'allée. Je n'ai pas répondu. Elle a sonné à nouveau, puis a commencé à frapper, puis à marteler assez fort pour faire trembler le cadre de la porte. Pendant 20 minutes, elle a continué, frappant, sonnant, m'appelant par mon nom à travers la porte. Les voisins ont commencé à regarder par leurs fenêtres. Finalement, j'ai ouvert la porte avant qu'il ne fasse plus de scène. « Voilà mon garçon », a dit maman avec un faux sourire. Comme si c'était une visite familiale normale. Ils m'ont bousculé pour entrer chez moi sans y être invité. Ils sont entrés comme s'ils étaient chez eux, regardant tout ce que j'avais construit. « Bel endroit », a dit maman, examinant mes meubles et mes décorations. « Tu t'en es bien sorti. Tu vois ce que tu peux accomplir quand tu t'y mets. » La condescendance était immédiate et familière. Même ces compliments ressemblaient à des insultes. J'ai fermé la porte derrière eux, non pas parce que je les voulais à l'intérieur, mais parce que je ne voulais pas que les voisins aient une place au premier rang. « Qu'est-ce que vous voulez ?» ai-je demandé sèchement. Papa s'est avancé, la voix cassante. « Tu nous dois des excuses pour la façon dont tu es parti, pour le désordre que tu as créé. » Je l'ai regardé, stupéfait. Je suis parti couvert de mon propre sang pendant que vous deux appeliez le thérapeute d'Anna. Qui devrait s'excuser exactement? Ils n'ont pas bronché. Ils avaient répété pour ça. Ils ont passé 1 heure dans mon salon à rejouer la vieille routine. La culpabilité sur l'état d'Anna qui s'était aggravée après mon départ. La colère à propos de l'embarras que je leur avais causé devant leurs amis et collègues. Une fausse inquiétude pour ma santé mentale. Et quand le numéro de la honte n'a pas fonctionné, papa a craqué. « Tu nous as humiliés » a-t-il dit, la voix montant. Les gens posaient des questions. « Tu t'es enfui comme un lâche et tu nous as laissé gérer les conséquences. » Maman est intervenue comme si elle jouait les pacificatrices. « Anna a demandé de tes nouvelles » a-t-elle dit doucement, comme si cela devait signifier quelque chose. « Elle va mieux maintenant. Stable, elle travaille, elle est en couple. Elle veut arranger les choses. » La pièce est restée silencieuse un instant. La conversation a tourné en rond pendant encore 30 minutes. Ils n'étaient pas là pour s'excuser ou faire de véritables amendes honorables. Ils étaient là pour exiger mon aide afin de réécrire toute l'histoire, pour que je joue le rôle du fils prodigue qui avait appris sa leçon et était rentré reconnaissant. Finalement, j'en ai eu assez de la comédie. Je veux que vous sortiez de ma maison, tous les deux, maintenant. Papa s'est avancé comme s'il allait bomber le torse, comme il le faisait avant. Tu ne peux pas simplement mettre tes propres parents à la porte, a-t-il lâché. Tu dois assumer les dégâts que tu as causés. Il a essayé de me fixer, ce vieux truc de l'époque où il avait encore le contrôle. Il l'a tenu une demi-seconde, mais ensuite il l'a vu. Je n'avais plus 16 ans, et je n'avais pas peur de lui. Pas le moins du monde. Après leur départ, je suis resté assis dans ma cuisine pendant un long moment, fixant le robinet que j'étais en train de réparer. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de rage. Ils étaient entrés dans ma maison, mon espace sûr, et avaient essayé de me faire sentir à nouveau comme ce gamin effrayé. Mais quelque chose avait changé pendant leur visite. Pour la première fois en 7 ans, je les avais vus clairement,
non pas comme les parents puissants qui avaient contrôlé mon enfance, mais comme deux personnes vieillissantes désespérées de maintenir une image qui se fissurait déjà. Ils n'étaient plus puissants. Ils étaient juste pathétiques. Le téléphone a sonné cette nuit-là. Maman, encore, comme si la visite n'avait pas eu lieu. Sa voix était différente cette fois. Mesurée, prudente. Nous devons nous revoir, a-t-elle dit. Nous tous. Anna incluse. Elle veut te parler. Non. Elle est stable depuis 3 ans maintenant. Ce n'est plus la même fille que tu te souviens. Tant mieux pour elle. Toujours non. Elle a fait une pause, puis a joué ce qu'elle pensait être son atout maître. Elle veut s'excuser, face à face. J'aurais dû raccrocher. Mais après tout ça, 7 ans, une vie de dégâts, une partie de moi était curieuse de savoir à quoi ressemblerait sa version d'une excuse. Une seule rencontre, ai-je dit. Chez moi, samedi prochain. 2 heures maximum. Ensuite, vous me laissez tranquille, définitivement. Tous. Plus d'appels, plus de mails, plus de harcèlement. C'est fini après ça. Il y a eu une longue pause. Compris. Cette semaine s'est éternisée. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je ne pouvais pas arrêter de penser à eux de nouveau dans ma maison, essayant de me ramener dans leur version des événements. Samedi est arrivé. Ils se sont présentés pile à l'heure. Anna avait l'air plus âgée dans le regard. Elle marchait comme si elle faisait attention à ne pas prendre trop de place. Nous nous sommes assis dans le salon en silence total. Maman n'arrêtait pas de scanner ma maison comme si elle inspectait une location. Papa ne faisait même pas semblant de sourire. Anna était assise, raide, fixant le sol. Finalement, elle a levé les yeux vers moi. Tu t'en es bien sorti, a-t-elle dit. Je veux dire, vraiment bien. Mieux que quiconque dans cette maison ne t'en a jamais donné le crédit. Je n'ai rien dit. Elle a dégluti difficilement. Je ne suis pas ici pour obtenir quelque chose. J'ai juste besoin de le dire. J'ai hoché la tête une fois. Vas-y. Je sais ce que je t'ai fait, et je me souviens de tout. Les cris, la paranoïa, la façon dont je détruisais tes affaires et agissais comme si de rien n'était. Sa voix s'est un peu brisée. Cette nuit-là dans la cuisine, je me souviens de tout. Elle a de nouveau levé les yeux. Je suis en thérapie depuis des années maintenant. Une vraie thérapie, pas le genre où maman me traînait en faisant semblant que tout allait bien. Et chaque fois que je pense à ce que je t'ai fait, ça me rend malade. Je n'étais pas seulement instable. J'étais cruel. Je t'ai choisi comme cible parce que je savais que tu ne riposterais pas. Je n'ai toujours rien dit. Je voulais tout entendre. Quand tu es parti, je t'ai détesté. J'ai dit à tout le monde que tu nous avais abandonnés. Mais la vérité, c'est que je savais pourquoi tu es parti. Tu devais le faire. Nous n'étions pas une famille. Elle a continué, je n'attends pas de pardon. Je n'attends même pas de relation. Je devais juste te le dire en face. J'ai entendu maman soupirer comme si elle s'ennuyait. Papa s'est agité comme s'il voulait intervenir et prendre le contrôle, mais aucun d'eux n'a bougé. Anna s'est levée lentement et s'est approchée. Je pensais qu'elle allait prendre son sac ou quelque chose. Au lieu de ça, elle m'a serré dans ses bras. Elle s'est accrochée à moi comme quelqu'un qui ne demandait pas à être réintégré. Juste reconnaissante d'être encore debout devant la porte. Je n'ai pas répondu à son étreinte. Pas tout de suite. Elle s'est reculée après quelques secondes, les yeux pleins de larmes. Je vais y aller, a-t-elle dit doucement. C'est tout ce dont j'avais besoin. C'est là que maman est intervenue, comme si elle ne supportait pas de ne plus être le centre de l'attention. Nous avons tous fait des erreurs, a-t-elle dit, prenant sa voix de thérapeute. Nous devons maintenant aller de l'avant, en tant que famille. Je les ai regardés, puis de nouveau Anna. Non, ai-je dit sèchement. Anna a fait des erreurs et les a assumées. Vous deux, vous avez fait des choix. Vous avez regardé faire. Ça ne se termine pas par des câlins et une thérapie de groupe, ai-je continué. Vous êtes venus ici pour vous sentir mieux. Vous pensez toujours que je suis le problème. Vous pensez toujours que je vous dois quelque chose. J'ai de nouveau regardé Anna. Je te pardonne. Anna a cligné des yeux. Pas parce que tu l'as mérité. Ai-je ajouté,
Mais parce que tu as fait la seule chose que ces deux-là n'ont jamais faite, tu l'as admis. Puis je me suis tourné vers mes parents. Mais vous, vous n'aurez pas ça. Ni maintenant. Ni jamais. Vous ne savez même pas pourquoi vous vous excusez. Ils n'ont pas discuté. Ils sont restés là, abasourdis. 20 minutes plus tard, ils étaient partis. Anna a regardé en arrière une fois avant de monter dans la voiture. Merci. Je lui ai fait un petit signe de tête. C'était tout ce dont elle avait besoin. J'ai fermé la porte à clé et je suis retourné à la cuisine. La blessure était toujours là, mais elle n'était plus ouverte. Je n'avais pas besoin de parents qui me voyaient comme un dommage collatéral. Je n'avais même pas besoin d'une sœur qui avait enfin trouvé sa conscience. Mais pour la première fois depuis des années, je n'étais plus seul dans ce souvenir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, on adore vous lire.